Bonjour à tous. On m'a demandé de passer quelques instants pour parler de choses générales, pour vous permettre de régler le son, l'image, etc. Alors, j'ai pas prévu de simplement vous dire que je suis un peu navré d'avoir attrapé le rhume qui circule à Paris, donc je vais être interrompu peut-être par une ou deux cannes de tout, mais c'est pas grave, vous n'attraperez rien puisque vous êtes loin, c'est le mérite de la distance du télétraitement, si j'ose dire. Puis vous dire aussi que je suis très heureux d'inaugurer ce nouveau moyen de communication moderne qui ne tue pas les autres, mais ça nous permet tout simplement d'échanger au jour le jour en suivant l'actualité, ce qui est indispensable à notre époque, à la vitesse où les décisions sont prises, où les lois sortent, etc. Ça ne dit pas qu'il ne fallait pas travailler, ça ne rend pas obsolète, par exemple, l'arc-boutant, mais les délais de fabrication de l'arc-boutant sont tels que c'est parfois 2 mois, que souvent l'actualité a changé au moment où il est publié, donc ça nous oblige à nous cantonner à des sujets un peu permanents ou de la documentation. Même les notes de service ou les notes qu'on vous envoie techniques sont souvent un peu dépassées lorsqu'elles arrivent. Donc l'idée n'est pas du tout par ce webinaire de se substituer à ce qui existe, mais de compléter. On reçoit vos questions, on vous parle, et puis comme on ne peut pas répondre à toutes les questions, il y en a eu beaucoup, et bien nous répondrons individuellement à toutes celles qui ont été envoyées par écrit. Voilà, alors je ne sais pas s'il est temps qu'on démarre le webinaire lui-même. Oui, c'est bon. Donc, je vous rappelle que la conférence, ou la discussion porte essentiellement sur tout ce qui nous accable actuellement, c'est-à-dire la baisse des ressources et l'augmentation des charges. Il ne faut pas se cacher que nous sommes devant un danger mortel pour l'institution. Ce n'est pas simplement un problème de contrats aidés qui viennent, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec d'autres sujets d'actualité. Pour nous, le vrai sujet, c'est un problème global. Il faut que l'on nous donne les moyens de remplir notre mission de délégation de service public. Et j'ai une idée un peu originale là-dessus, qui n'est pas habituelle en France. Il faut respecter la loi, parce que les principes de notre financement sont légaux, et malheureusement, nous sommes loin de recevoir ce que nous devrions recevoir. L'enseignement catholique, tel qu'il existe aujourd'hui, est un modèle unique au monde. C'est-à-dire que nous sommes en partenariat avec les pouvoirs politiques, ce qui permet à beaucoup de monde, puisque nous représentons à peu près 20% du volume des élèves en France, ça permet aux classes moyennes d'avoir accès à un choix. N'oublions pas qu'un élève sur 2 passe chez nous à un moment de sa scolarité. Or, ce choix suppose que nous ayons les ressources qui nous ont été promises. Sinon, si nous ne pouvons pas continuer à exister sur ce modèle, nous allons nous retrouver dans le modèle des pays anglo-saxons où il faut payer 10 000 € par mois au livre pour pouvoir envoyer ses enfants dans une école de son choix. Je me demande si c'est vers ça qu'on veut aller. Je vous rappelle que la CEPNL, la nouvelle fédération, a été construite sur ce modèle, puisque sont venus nous rejoindre les écoles, alors à la fois les universités catholiques, mais aussi les écoles d'ingénieurs, les écoles agricoles et les écoles de commerce, dont certaines prestigieuses, qui sont en partenariat avec l'État. Or, ces gens-là, aujourd'hui, sont en but avec des capitalistes, appelons-les comme ça, parce que ce sont des fournisseurs de capitaux, qui ont envie d'investir dans l'éducation en France, et qu'ils soient anglais, américains et même chinois, et qui veulent faire du privé-privé. Alors, si on ne laisse pas vivre le modèle économique de l'enseignement catholique comme il est aujourd'hui, eh bien, nous allons devenir une école pour riches. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Je ne sais pas, mais ça mérite on y reviendra plus tard. Pour se sortir de ce modèle, il faut vraiment le traiter globalement. Pourquoi? D'abord parce que la mutualisation a 2 limites. L'une est économique et l'autre est juridique. Nous avons 5500 primaires, à peu près, dans l'enseignement catholique, sur 7500 à 8000 établissements. Et dans ceux qui restent, qui sont essentiellement du secondaire et du lycée,
la moitié sont également pauvres. Donc, économiquement, il y a un jour où le poids global de l'aide aux établissements qui ont besoin de financement par la solidarité feront effondrer l'ensemble du système. Nous n'y sommes pas encore, mais ça peut arriver un jour. Ensuite, il y a une limite juridique. Moi, je tremble de voir un organisme issu d'une religion, à un moment où la laïcité pose des problèmes que l'on voit tous les jours à la télévision, un organisme d'église donc, distribuer de l'argent dont la source est l'État, les collectivités locales et les parents, pour aider d'autres écoles, c'est-à-dire détourner de la destination originale, et parfois pour financer de l'immobilier, par exemple, qui vient enrichir le patrimoine de l'Église. C'est pas moi qui le dis, c'est le comité d'action laïque. Donc, dans une certaine proportion, il n'y a aucun problème. Si on dépasse un certain montant ou une certaine proportion des ressources, je tremble qu'un jour on ait un procès ou une remise en cause du dispositif. Que pouvons-nous faire? Parce que là, je suis en train de vous parler de ce qu'on ne peut pas faire, mais que pouvons-nous faire? D'abord, nous avons pris la décision à la FNOGEC de constituer un dossier, une espèce de livre blanc, pour donner une idée de la situation, une idée précise. J'y reviendrai. Ensuite, il faudrait agir localement. Et enfin, il faut soutenir le secrétariat général de l'enseignement catholique, qui a la charge des aspects politiques de la chose, le soutenir en apportant notre concours par différents moyens, j'y reviendrai tout à l'heure. Constituer un dossier. Vous vous apercevez comme nous que tous les mois ou tous les 2 mois, il y a une nouvelle source de dépenses ou une nouvelle ressource qui nous est limitée. Pour poser le problème globalement, nous avons eu l'idée à la FNOGEC, avec son conseil d'administration, de faire remonter du terrain un panorama exhaustif de ce qui est en train de se passer. Le livre blanc dont je parlais tout à l'heure, cette démarche a reçu l'accord du secrétariat général et du bureau des directeurs diocésains. Donc nous ne faisons pas ça dans notre coin. C'est par notre sérieux que le réseau des OGEC sera pris aussi au sérieux en ayant constitué ce dossier et que l'institution, lorsqu'elle discutera avec le pouvoir public, à partir de vrais documents sur des vrais sujets, et à partir d'informations que vous nous enverrez, aura un certain crédit. Donc le maître mot, c'est participer, aidez-nous. C'est pas si lourd que ça, c'est confié aux UDO-Euro qui vous poseront des questions. Moi, je crois que c'est par le sérieux, la politesse et le respect des règles, mais la fermeté et le courage, que l'on arrive à quelque chose. Les cris et les manifs, on voit qu'actuellement ça marche pas très bien, et ça marcherait pas mieux pour nous si nous nous contentions d'agir sans avoir des bases très solides. Agir localement. En fait, beaucoup d'affectations de contrats aidés, pour ne pas dire la totalité, sont la responsabilité des régions, des départements, des préfectures, des communes, etc. Il faudrait que, non pas seuls, mais avec le concours ou en aidant les directeurs diocésains et surtout avec les parents, parce que ça représente beaucoup de voix, nous allions rencontrer tous ces gens qui ont le pouvoir de nous attribuer ou pas des aides. Alors, il y a évidemment l'objectif final qui est de récupérer de l'argent, ou du moins d'en avoir un petit peu, mais c'est surtout que ça fera le buzz, et que lorsque le secrétaire général se rendra aux autorités nationales, il sera remonté que la mobilisation de l'enseignement catholique est très forte, et qu'il faut prendre ça très au sérieux. Je ne dirai pas ici qui est rencontré ou pas qui est rencontré, parce que je ne sais pas exactement localement, quelle est la réalité locale, mais si on ne demande rien, c'est sûr que nous n'aurons rien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau national? Au niveau national, nous ne sommes pas l'enseignement catholique, et nous faisons partie de l'enseignement catholique, et nous sommes un organisme technique. C'est-à-dire que le statut de l'enseignement catholique nous donne des missions qui sont extrêmement étendues, mais nous sommes un organisme
technique, nous n'avons pas la responsabilité de la politique politicienne. La politique politicienne est à la charge du secrétariat général de l'enseignement catholique, et ce n'est pas forcément lui qui a la meilleure part en ce moment. C'est quelque chose de très compliqué, parce que vous lisez comme moi les journaux et vous écoutez la télévision, le secteur public se voit aussi, en théorie, en tous les cas privé, de la manne des contrats aidés, et donc on a très envie de nous répondre, eh bien écoutez, pourquoi voulez-vous être mieux traité que le public? Alors qu'on sait très bien qu'on ne le sait pas. Vous avez pu constater que le secrétaire général de l'enseignement catholique a haussé le ton, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le monde n'est pas suspect d'avoir trop d'amitié pour nous. Donc, c'était une négociation globale des postes, des suppléants, c'est assez compliqué. On ne peut pas, et il faut jouer d'une manière très délicate, parce que, avec l'étiquette de président des riches que les politiciens sont en train de mettre au gouvernement actuel, peut-être certains ne seraient pas mécontents de nous faire crier pour dire, voyez, l'école privée qui est censée être riche, vous savez ce qu'il en est, nous lui faisons des misères. Donc c'est un dossier qui est très délicat, ce n'est absolument pas le moment d'apparaître divisé. Quel est le rôle de la FNOGEC dans cette opération-là? Le rôle de la FNOGEC, c'est d'alerter le secrétariat général aussi souvent et aussi fort qu'il faut le faire, lui donner les moyens et participer à ces démarches. Je vais prendre un exemple, c'est par exemple le cas du statut des chefs d'établissement. C'est un sujet qui est délicat. Nous, FNOGEC, j'ai été pressé par un certain nombre de gens d'organiser une rébellion, de se mettre en travers des choses, etc. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, nous avons prévenu le secrétariat général de ce que nous pensions être les conséquences de la mise en place de cette décision. Nous l'avons fait par écrit, dans une note assez longue, confidentielle, parce que les lettres ouvertes, ça n'a aucun sens. Ensuite, dans les réunions politiques qui ont décidé du montant et de l'organisation, nous avons dit ce que nous avons à dire. Et lors du vote au CNEC, le CNEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Comité national de l'enseignement catholique, vous pourrez le comparer au Parlement de l'enseignement catholique, eh bien au CNEC, nous avons dit ce que nous avons à dire, et surtout, la FNOGEC est le seul organisme dont tous les membres ont voté contre. Et nous avions évidemment prévenu nos partenaires, chefs d'établissement et le secrétariat général, parce que nous n'avons pas caché notre vote, mais j'étais au milieu de notre délégation et tout le monde a voté contre. Nous sommes les seuls à avoir fait ça. Et ne pas avoir fait d'agitation, vous savez, je dis toujours que le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Je pense qu'on peut être assez fier de ça, d'avoir respecté la courtoisie, de ne pas avoir fait des gesticulations, mais d'avoir été courageux. Voilà. Pour en terminer avec cette première partie, vous savez, l'Église a à peu près au tournant de chaque siècle un défi à affronter qui menace sa disparition. Alors il y a eu les guerres de religion qui ont donné l'édit de Nantes à une époque. Le siècle après, on a supprimé l'édit de Nantes. Le siècle après, il y a eu la révolution de 1789 qui a carrément supprimé l'Église en France, ou qui l'a complètement borné. Après, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État au début du siècle dernier. Maintenant, nous avons la menace de disparition de l'enseignement catholique. Voilà, on s'en est toujours bien sorti, et il n'y a pas de raison que... Pour nous, c'est un honneur de faire ça, c'est une lourde charge, mais il n'y a pas de raison qu'on ne s'en tire pas comme d'habitude. Moi, je suis sûr qu'on s'en sortira très bien. J'ai pris juste après les principales questions qui sont arrivées à l'heure et par écrit, et je vais essayer de répondre, non pas à toutes, parce qu'il y en a trop. Ce que je vous dis, c'est que celles qui arrivent actuellement, parce que vous avez la possibilité de réagir en direct, si on peut me les passer avant la fin de cette micro-conférence, j'y répondrai. Sinon, tout le monde recevra une réponse. Soit je vais le faire maintenant, soit nous écrirons, pas forcément moi, mais l'équipe de la FNOGEC, nous répondrons à toutes les questions qui nous ont été posées.
Alors, je les prends, je les ai devant moi. Un chef d'établissement de la région PACA nous dit « Vous parlez d'un poids supplémentaire, qu'est-ce que vous nous mitonnez ?» Non, il ne le dit pas comme ça, mais qu'est-ce que nous pouvons attendre comme charge supplémentaire? Alors, il s'agit simplement et déjà de répondre aux charges qui nous sont tombées dessus. Il va y avoir probablement un petit dérapage sur la prévoyance, mais ce n'est pas un dérapage puisque nous allons payer la moitié de ce qui aurait dû l'être et que c'est simplement pendant des années que nous avons payé la moitié de la somme qu'on demande maintenant parce que nous avons écoulé l'argent que nous avions récupéré et qui avait été payé indûment aux assureurs. Il n'y a pas de grosses menaces déjà identifiées. Mais nous ne pouvons pas refuser de négocier avec les syndicats dans le cadre de la branche. Ça n'est pas possible. Et si nous ne donnons jamais rien, nous légitimerons des grèves ou des sujets compliqués. Regardez ce qui a été distribué. Ce n'est pas que ça qui met en difficulté les établissements. Une autre question qui nous vient des Hauts-de-France. Y a-t-il un nouveau type de contrat aidé? Excusez-moi. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas s'il y aura un nouveau type de contrat aidé. Je pense que la tendance est plutôt de les supprimer que d'en faire des nouveaux. Mais si chez nous, c'est des milliers de postes qui disparaissent. Si ces milliers de postes disparaissent ailleurs, il va bien falloir que le gouvernement fasse quelque chose face à la montée du chômage. Si vous pensez au contrat, au service civique, en demandant s'il y a des nouveaux contrats aidés, non, les services civiques ne sont pas faits pour remplacer les postes. Il est possible que l'État décide d'autoriser les contrats aidés dans certaines circonstances, par exemple pour les cours du soir, mais ça pose d'autres problèmes, des problèmes de qualification et d'encadrement par les professeurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'informations, mais ce que je peux vous dire, c'est que le secrétaire général y travaille activement et que ça fait partie de ses négociations avec le gouvernement. Ensuite, alors oui, on nous explique que, et là ça vient de la région Rhône-Alpes-Auvergne, que nous ne sommes pas bien accueillis, notamment par les préfets de région, qui disent que nous ne sommes pas une priorité. Alors ça, c'est à nous faire remonter. D'ailleurs, dans ce cas-là, ça a été fait, puisque le courrier m'a été adressé à moi. Oui, faites des actions locales, et en dehors de l'enquête que nous avons organisée, tout ce que vous pourrez nous remonter sur l'accueil, bon comme mauvais d'ailleurs, parce que parfois les exemples vertueux sont plus utiles que les exemples que s'il y avait un front uni contre nous. N'hésitez pas à nous faire remonter à la FNEGEC le résultat de vos démarches. C'est très intéressant et ça nous permet d'illustrer nos propos. Alors, on me demande après quelles actions peuvent être entreprises par l'enseignement privé pour ce qui est de l'intercommunalité. Alors, il y a déjà des règles pour l'intercommunalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, solution originale, exigeons pour une fois le respect de la loi. Je sais que c'est plus compliqué pour les intercommunalités. Ça fait partie des sujets que le secrétaire général, dans la négociation globale, prendra en compte. Ça ne va pas être forcément le plus facile, mais je crois que dans tous les sujets qu'il a apportés, aucun n'est facile. Alors, on nous demande, à partir de la Normandie, qu'est-ce qui se passe pour les salariés handicapés? Quel avenir pour le CAE, CUI? Alors, pour les handicapés, le ministre, alors je ne sais plus lequel, parce qu'il y a des choses qui relèvent du ministre du Travail et d'autres qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale. En tous les cas, nous avons reçu, nous comme le public, l'engagement que rien ne serait changé pour ce qui est l'aide aux handicapés. Donc si on vous refuse l'aide aux handicapés, enfin les emplois pour l'aide aux handicapés, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir pour que nous portions ça au niveau national et que nous vous aidions. Alors, du côté de l'Aquitaine, on nous propose des solutions que je ne vais pas forcément reprendre ici parce que ce n'est pas un lieu de débat. Dans les pays de la Loire,
on nous parle du handicap à nouveau. Alors, le handicap, je viens d'en parler, je n'ai pas d'autre chose à dire. Vous savez, on a des promesses et on sait que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Espérons quand même qu'on ne va pas nous laisser planter sur un sujet aussi important que les handicapés. On nous demande, est-ce qu'il est possible d'embaucher des CDD pour voir venir sans se faire retoquer? Alors, cette question-là, c'est comme si on me demandait si, lorsqu'on est en retard, on peut rouler à 160 à l'heure sur l'autoroute. Alors, ce qu'on peut, c'est pas se faire attraper. La loi n'est pas changée sur les CDD, et si on n'a pas de choix et qu'on décide de prendre des CDD, on a un risque. Alors on peut espérer que les contrôles URSSAF ne vont pas être spécialement orientés vers ça et que les salariés ne vont pas nous faire des procès au prud'homme, surtout sur ce sujet-là. Mais non, le risque ne disparaît pas, sous prétexte qu'on a un problème. Ensuite, j'ai une question de la Bourgogne. Oui, alors on nous rappelle alors, quel type de solution la FNEGEC peut conseiller pour assurer la pérennité des établissements? Écoutez, je vous jure que si je le savais, je vous le dirais. Comme je le dis il y a 5 minutes, la FNEGEC fait partie de l'enseignement catholique, est une composante de l'enseignement catholique. Je peux vous dire que le secrétaire général est bien conscient du danger, et qui est un danger de mort, tout simplement, ou alors d'être transformé en autre chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, que des écoles de riches appartenant à des Chinois. J'ai pas de solution miracle, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle, j'aimerais bien. Bon, on me demande également quelle solution, on me pose beaucoup la question si j'ai des solutions, mais malheureusement, j'en ai pas beaucoup. On me dit aussi qu'on me confirme bien qu'on est en danger de mort. Eh bien oui, on est en danger de mort. Alors on me donne beaucoup d'exemples d'écoles qui sont très malheureuses et qui ne voient pas comment elles vont faire pour terminer le mois. Eh bien, je suis d'accord avec vous, je n'ai vraiment pas de solution. La solution, c'est de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, remonter tout ce qui est d'abord dans la démarche de constituer un dossier blanc, c'est très important parce que c'est sérieux et parce que ça nous donne une image de sérieux et parce que quand on part de fait, on n'est pas dans des débats polémiques. Allons dans les régions, moi je suis dans une région, allons chercher l'argent et lorsqu'on n'y arrive pas, faites-nous remonter les informations et continuons à contribuer à la démarche du secrétaire général de l'enseignement catholique. Voilà. La conférence était prévue pour une demi-heure, elle aura duré un peu moins. Je demande qu'on me porte les questions qui ont été posées en direct s'il y en a beaucoup et je peux essayer de répondre à nouveau pendant les quelques minutes qui restent aux questions qui ont été posées. Alors, je vais voir si Marine de Montalivet arrive en courant. Alors, on me les met sur le côté. Comment faire respecter la loi lorsque les communes nous opposent qu'elles ont des structures d'accueil sur leur territoire? Eh bien, c'est prévu dans la loi. C'est prévu dans la loi, et puis il faudra peut-être faire des procès. Vous savez, on en a moins ces temps-ci parce qu'on en a gagné beaucoup et perdu quelques-uns, mais il n'est pas exclu qu'une nouvelle phase judiciaire s'ouvre devant nous. Malheureusement, nous aurions préféré que ça se passe autrement. Alors, je regarde si on m'envoie une autre question. Alors, je suis en train de lire. Hein. Oui, alors on nous demande si la FNEGEC ne pourrait pas changer son mode de cotisation, que la cotisation de la FNEGEC, en tenant compte des catégories socio-professionnelles de chacune des écoles et de la nature des familles dans lesquelles il est implanté. Je ne pense pas. Alors attendez, on apporte peut-être des questions. Voilà une question. Ça ne me paraît pas possible
comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la limite de la mutualisation. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a un trésor caché dans quelques gros établissements et que les parents de ces établissements sont prêts à financer l'ensemble de l'enseignement catholique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, il y a une limite économique et une limite juridique. On pourra en reparler, c'est avec plaisir que j'en parlerai. Si on fait la même chose sur les cotisations de la FNEJEC, qui ne constituent qu'une toute petite partie de ce qui est prélevé sur les écoles, regardez bien dans vos comptes la part que représente la FNEJEC elle-même. Ça revient à appliquer cette mutualisation de fait, et nous risquons en plus dans ce cas-là de voir disparaître de la fédération quelques gros établissements. Vous savez que notamment en région parisienne, il y en a un certain nombre qui n'adhèrent pas à la FNEJEC, qui sont sortis de l'enseignement catholique. Le jour où ils devront financer toutes seules la FNEJEC, nous aurons des départs, mais nous aurons pire. On va nous demander un vote proportionnel aux cotisations qu'on verse. Et là, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les petits établissements si ce sont les groupes qui décident de la politique de la FNEJEC. Une autre question, ah oui, c'est une bonne question qui nous dit « Ne vaut-il pas mieux chercher à s'affranchir des contrats aidés ?» Alors, les contrats aidés, c'est un expédient que nous avons utilisé en complicité avec l'État, qui préférait nous donner des contrats aidés plutôt que de nous payer de ce qu'il nous devait. Et nous voyons la limite de cette politique aujourd'hui. Nous, ce que nous demandons, ce n'est pas être aidés, c'est qu'on nous paye ce qu'on nous doit légalement. Nous préférons, et de très loin, avoir de vrais salariés qui font une carrière que nous pouvons payer correctement, que d'avoir des contrats aidés qui sont, j'ai failli dire, des sous-emplois. Oui, c'est un peu, ça sert à cacher le chômage. Nous aurions moins honte de notre politique sociale si nous n'avions pas des gens qui sont chez nous payés, je ne sais pas combien, mais qui ne peuvent pas vivre du salaire qu'on leur donne dans le cadre des contrats aidés. Alors, on me repose la question en direct, c'était peut-être avant que je l'ai abordé sur le problème des communautés de communes. C'est un vrai sujet, et comme de toute façon maintenant tout le monde devrait être dans une communauté de communes, il est évident qu'il va falloir traiter ce problème et qu'on ne peut pas nous dire non. J'ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, ce qu'il en fallait en penser. Alors, pouvons-nous avoir une action commune, nationale, locale pour demander l'école obligatoire à 3 ans et donc récupérer du forfait pour les maternelles? J'avoue mal connaître ce sujet, mais si nous... Vous savez, on ne peut pas avoir... si nous sommes en déficit sur les enfants, ce n'est pas parce qu'on va ajouter de nouvelles choses qui sont déficitaires que nous allons régler notre problème. Oui, peut-être, je vais demander à ce qu'on regarde le sujet avec le secrétariat général, peut-être qu'il faudrait que l'on avance, mais vous savez, c'est un problème national, ce n'est pas un problème que l'enseignement catholique. Mais encore une fois, si on ajoute des contrats en perte, des élèves en perte à des élèves en perte, parce que ça coûte cher la petite enfance, je ne suis pas sûr que ça va nous aider à régler notre problème. Je lis une autre question. Bon, en matière encore, ce qui est pathétique et ce qui me rend très triste, c'est de voir les appels au secours, beaucoup de questions que je n'ai pas reprises, parce que je ne peux pas faire la liste de tous les gens qui sont complètement désemparés et qui ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Mais oui, la situation est dramatique. Je l'ai dit au début, nous avons un risque de mort que l'on ne peut pas traiter sujet par sujet et école par école, mais c'est globalement, je répète, parce que mon temps de parole va s'arrêter, donc c'est globalement, est-ce que l'on veut détruire le système français d'association avec l'État qui permet aux classes moyennes et même aux gens qui sont peu fortunés, quand je vois que parfois on demande 8 € par mois, c'est-à-dire moins qu'un paquet de cigarettes, est-ce que c'est ça qu'on veut détruire pour nous transformer en école de riches aux mains des Chinois? C'est ça la vraie question. Je vais arriver à il y a d'autres questions, on va essayer d'y répondre directement. Merci de votre attention et nous avons une mission lourde, mais c'est un honneur et moi je suis optimiste. Nous allons y arriver. Merci beaucoup.